Voilà qui nous conduit au magazine du dimanche. Notre invité est le directeur exécutif de l'ICCO, l'Organisation internationale du cacao. Merci encore, Monsieur Arion, d'avoir accepté notre invitation. Je vous propose tout d'abord de suivre ce reportage, puis on revient pour l'entretien. Côte d'Ivoire, le pays du cacao. L'épreuve. Première source de devises du pays. 35% des exportations totales à la Côte d'Ivoire. 15% du produit intérieur brut, PIB. 40% de l'offre mondiale de l'or brun. Seulement voilà, l'impact n'est pas à la hauteur des performances du producteur. La production de cacao en Côte d'Ivoire a quadruplé les 20 dernières années. Donc vous direz, oui, un producteur est devenu plus riche, pas parce que le prix a augmenté, mais parce qu'il a vendu plus. En fait, non, parce qu'il y a aussi plus de producteurs. Donc par producteur, il n'a pas vendu plus, pas plus cher, donc finalement, il n'est pas devenu plus riche. À l'origine de cette contre-performance, la faiblesse de la productivité, le vieillissement des producteurs et du verger. Le dernier facteur plombant est structurel. Entre le producteur et la vente à l'extérieur, il y a des intermédiaires. Les frais sont excessifs parce que pas forcément transparents, où il n'y a pas toujours de la concurrence. Ou si vous voulez, les producteurs souvent ne sont pas en possibilité de négocier le prix avec ces intermédiaires. Donc ça, c'est le premier facteur. Le deuxième, c'est le rôle de l'État. Je rappelle que l'État taxe les exportations de cacao à 22% en Côte d'Ivoire. Or, pour plus d'une décennie, le cacao va peser pour beaucoup dans l'économie ivoirienne. D'où la nécessité de la modernisation de la filière. Pousser à une révolution verte, ça pourrait être une action menée à la fois par les paysans, à la fois par les acheteurs qui sont du secteur privé et par le gouvernement pour augmenter les rendements. L'idée, ce n'est pas forcément de produire plus, mais de produire mieux. Produire mieux sur des surfaces plus réduites. Donc d'une part, ça permettra la reforestation et la protection de l'environnement en Côte d'Ivoire. Et d'autre part, ça permettra aux paysans, puisqu'avec le même effort, ils peuvent produire plus, de se diversifier. Au-delà de cette action de modernisation, les producteurs se demandent, à tort ou à raison, ce qu'ils gagnent avec la présence du siège de l'ICCO, Organisation internationale du cacao, ici, à Abidjan. Merci à vous, Noël Niagno. Monsieur Arion, vous êtes le directeur exécutif de l'ICCO, l'Organisation internationale du cacao. Qu'est-ce que c'est? Quel est son rôle, ses missions? Eh bien, c'est une organisation internationale, comme son nom l'indique, qui rassemble en fait des gouvernements, 52 gouvernements, à la fois les gouvernements des pays producteurs, exportateurs de cacao, et les gouvernements des pays importateurs, consommateurs. Nous représentons environ 90% de la production, on pourrait avoir quelques États membres en plus, et 2/3 de la consommation. Et vos missions, ce sont lesquelles? Alors, nos missions principalement, c'est d'offrir une plateforme de coopération et de dialogue politique entre les producteurs et les consommateurs, mais aussi à l'intérieur du groupe des producteurs, parce qu'il n'y a pas que l'Afrique qui produit, il y a aussi l'Amérique latine, il y a aussi l'Asie. Même si les plus gros producteurs sont africains. Alors, vous n'interférez pas dans les affaires intérieures des États. Ici, par exemple, on a le CCC, le Conseil Café Cacao. C'est quoi vos rapports? Bien, CCO, CCC? Le CCC est, je dirais, membre de la délégation de la Côte d'Ivoire au sein de notre organisation et un membre très actif. Mais notre agenda principal, si on regarde la substance de cette coopération, c'est de discuter ce qu'on appelle les questions de durabilité de la filière du cacao. Et quels sont les grands défis de l'économie cacaoyère mondiale? Alors, comme votre reportage l'a déjà un peu indiqué, le grand défi, c'est ce qu'on appelle la durabilité, mais déclinée à la fois au niveau économique, au niveau environnemental, au niveau social. Et moi, je commence toujours par la durabilité économique, parce que je pense que c'est ça qui fait vraiment le nerf de la guerre, c'est le revenu des producteurs. Je pense que c'est là, et c'est d'ailleurs la priorité principale de notre organisation, c'est de faire en sorte que les producteurs aient un revenu, je ne dirais même pas décent, plus que décent, un revenu suffisant pour les sortir de la pauvreté, pour leur permettre d'entretenir leur famille et leur petite entreprise. Vous pensez que c'est pour bientôt, ça?
Bientôt, je ne dirais pas. Il faut évidemment replacer cette question des revenus des planteurs de cacao dans le cadre global. Encore une fois, le reportage a très bien indiqué la nécessité de diversifier. Je pense qu'il faut réfléchir au niveau global, mais il faut agir. Nous sommes l'organisation du cacao. Nous pensons qu'il y a beaucoup de choses à faire dans le secteur du cacao. Le changement climatique, la déforestation, ne sont-ils pas aussi des défis? Bien évidemment, bien évidemment. Je vais commencer par dire la durabilité économique qui est la première, la durabilité environnementale est la deuxième. Je crois que ce n'est pas par plaisir que certains planteurs ont déforesté. C'est tout simplement qu'ils étaient pauvres et qu'ils avaient besoin de plus de production. Et pour avoir plus de production, malheureusement, dans un contexte de faible productivité, eh bien, il faut accaparer plus de terres. Donc, on ne résoudra pas, je pense, la durabilité environnementale sans résoudre aussi ou s'attaquer à la durabilité économique. Et il faut dire que tous les défis de la Côte d'Ivoire ne sont pas forcément transposables aux autres pays producteurs de cacao. Le développement rural, qu'est-ce que vous en faites? Le développement rural dans nos campagnes, les routes par exemple, les centres sociaux, culturels, les infrastructures sanitaires, c'est pas aussi quelque chose à regarder de près pour... Oui, disons que nous, dans le cadre de notre stratégie quinquennale pour les 5 prochaines années, nous expliquons que même si nous recommandons à l'ensemble de nos membres d'adopter des plans nationaux de développement du cacao, ceux-ci doivent s'inscrire dans un cadre plus global de développement rural, comme vous l'indiquez, et de durabilité environnementale. Quand je parle par exemple du revenu des producteurs, nous voulons dire le revenu net moins les coûts. Si un producteur doit payer la terre, doit payer les engrais, doit payer les autres intrants agricoles, s'il doit payer plus cher le taxi-brousse qui va l'amener de sa plantation au village ou du village au centre du marché, il est évident que tous ces aspects de développement économique et des infrastructures de base sont importants. Si on demande aux paysans de couper, d'étêter ces arbres, de les entretenir, eh bien, il faut qu'il ait du matériel, donc c'est un problème global. Et puis il ne faut pas regarder que le paysan. On dit qu'il y a 1 million de producteurs en Côte d'Ivoire, mais il y a surtout 5 millions de personnes qui bénéficient de la filière cacao de près ou de loin, directement ou indirectement. Et bien 5%, c'est 20%, c'est plus ou moins la part de l'agriculture dans le PIB. Et vous avez touché du doigt une problématique, vous parlez des engrais. J'ai envie d'évoquer les semences améliorées par exemple, les produits phytosanitaires, les pépinières, etc. Tout ce qui pourra améliorer... Tout à fait. C'est pour cela que quand la Côte d'Ivoire, par exemple, ou d'autres pays se réunissent au sein de nos instances, les délégations sont composées non seulement des offices de gestion et de régulation du cacao, comme le CCC en Côte d'Ivoire ou le COCOBOD au Ghana, mais aussi les ministères de l'Agriculture, les ministères de l'Environnement, parfois les ministères des Finances, parce qu'on n'a pas parlé de l'importance macroéconomique et pour les finances publiques du cacao. D'accord. On va parler précisément de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, logiquement, fait le prix. Premier producteur de cacao, un peu comme l'Arabie Saoudite pour le pétrole, n'est-ce pas? Oui, c'est ce que certains économistes disent. Je ne dirais pas qu'elle fait le prix, mais elle y contribue. Elle y contribue. Elle y contribue fortement, à hauteur des 40% de l'offre qu'elle met sur les marchés. On ne peut que se réjouir de voir la Côte d'Ivoire et le Ghana travailler ensemble, puisqu'à eux deux, c'est 2/3 du marché. Donc c'est vrai qu'ils contribuent à la formation des prix, mais il y en a d'autres. Les prix, ce n'est pas uniquement l'offre, c'est aussi la demande et la consommation. Et donc, il est certain que toute question liée au prix nécessite un dialogue entre les exportateurs et les importateurs. Alors, notre organisation n'est pas là pour ça. Nous ne sommes pas une organisation qui s'occupe des transactions financières et commerciales, mais en marge de nos réunions, nous avons toujours des réunions d'une commission consultative où siège le secteur privé, ce qui donne l'opportunité au gouvernement de s'entretenir avec les privés et la société civile d'ailleurs, et d'avoir toutes sortes de réunions en parallèle par la même occasion. Monsieur Arion, ça devrait être le cas pourtant. Vous avez dit tout à l'heure que l'ICCO, c'est un peu la relation entre producteurs et consommateurs, d'où la notion des prix. J'allais vous demander si la Côte d'Ivoire, par exemple, contribue fortement à faire le prix. Pourquoi le prix du kilogramme du cacao en Côte d'Ivoire est plus bas que dans d'autres pays, notamment même en Afrique?
Bon, il faut bien distinguer le prix payé aux producteurs du prix international à l'exportation. Au producteur. On ne parle pas de la même chose. Alors, le prix au producteur, il est, selon les cas, fixé par le gouvernement ou déterminé par les forces du marché. Ce n'est, je pense, qu'apparemment que le prix payé aux planteurs en Côte d'Ivoire, vous indiquez qu'il est inférieur. C'est vrai qu'il est un peu inférieur au Ghana, par exemple, qui est la référence immédiate. Mais le prix au Ghana s'exprime en CEDI, il ne s'exprime pas en CFA. Oui, mais converti en CFA, c'est beaucoup plus élevé. Pas beaucoup plus pas élevé. Beaucoup, un peu plus élevé. C'est pour ça que j'insiste sur la notion de revenu. Hein. Le prix fait partie du revenu, mais il ne fait pas. Ce n'est pas le seul élément à prendre en compte. Si le paysan en Côte d'Ivoire paye moins cher ses intrants ou paye moins cher d'autres aspects de sa mais qu'il peut perdre également parce que nos taxes sont plus élevées aussi. Alors, les taxes sont plus élevées, mais les taxes sur le cacao. Oui, sur le cacao, on est en train de parler cacao. Non, encore une fois, la fiscalité, c'est global. Il y a d'autres fiscalités. Si la taxe sur l'essence est plus forte ou moins forte dans un pays, ça a un impact. Ou si l'électricité est plus ou moins chère en fonction de la taxe sur l'énergie, ça fait partie, je dirais, de l'ensemble des coûts à prendre en considération. Oui, et puis vous l'avez évoqué tout à l'heure, la coopération en Côte d'Ivoire-Ghana. Vous pensez qu'au bout du compte, on pourrait arriver à faire monter tous ces prix-là? Nous l'espérons. Nous pensons que ça va dans la bonne direction. Nous pensons que les signaux envoyés par la Côte d'Ivoire et le Ghana sont très clairs. Nous pensons qu'augmenter le prix du planteur au planteur est une condition absolument nécessaire, mais non suffisante à la durabilité de la filière. Ce sont des questions absolument cruciales et, comme je disais, on ne peut que se réjouir que 2/3 du marché se parlent. En tant que responsable d'une organisation de 52 membres, j'aimerais qu'il y ait encore plus de membres. Et je pense que dans le moyen terme, et il ne faut pas être non plus trop nombreux au début dans la salle, pour discuter de ces questions, mais à terme, je pense que nous pourrons voir une extension du dialogue à d'autres partenaires. On se souvient même, il y a 2-3 mois, en juillet dernier, le Ghana et la Côte d'Ivoire avaient voulu peser sur les cours mondiaux. Ils ont même, et obtenir bien sûr une meilleure rémunération de leurs producteurs. Ils avaient suspendu leur vente, mais ça n'avait duré qu'un seul mois. Les producteurs sont les plus pauvres de la chaîne des valeurs de l'industrie du cacao. Oui, tout à fait. On constate, ce n'est pas que dans le cacao d'ailleurs, si vous allez dans le café, c'est encore pire, je dirais. Mais on constate globalement une part très réduite de la valeur des produits de base dans l'ensemble de la chaîne de valeur. Je dirais que c'est un problème mondial. Je prends toujours l'exemple du yaourt en Europe ou aux États-Unis, où le prix du lait payé aux producteurs ne représente rien par rapport à la valeur du yaourt. C'est un problème global, des prix agricoles très bas, qui sont en général dus à un excédent, parfois petit, minime, mais néanmoins excédent de l'offre par rapport à la demande. Et donc, il faut travailler sur l'offre, il faut essayer de stabiliser la production, mais je pense qu'il faut aussi fortement travailler sur la consommation. Et vous ne pensez pas que si les paysans reçoivent plus de revenus, ils emploieront par exemple des ouvriers adultes et laisseront partir leurs enfants à l'école, ce qui va régler un petit peu le problème du travail des enfants? C'est exactement ça. Quand je dis que la durabilité économique est un préalable à la durabilité environnementale ou sociale, c'est en cela que je pense que si on augmente le revenu du paysan, aucun parent n'aime utiliser des enfants. Tout le monde aime ses enfants. Et si on utilise parfois les enfants ou si on est parfois tributaire de la fourniture de travail d'enfants, c'est parce qu'on est extrêmement pauvre et qu'on n'a pas d'autre solution. Donc oui, la durabilité économique est à la base de tout. Idem pour l'environnement. Bien sûr. Est-ce qu'il ne faut pas craindre qu'au final, les producteurs, par exemple, se découragent, se détournent de la cacaoculture pour regarder ailleurs, là où la vie est plus simple, où ils pourront s'occuper plus sainement de leur famille? Ce n'est pas inenvisageable. C'est un risque. Je ne pense pas qu'en Côte d'Ivoire, on doit se préparer à une réduction de la production. Mais on a vu dans d'autres pays très importants une réduction très forte. Et je prends les deux plus grands pays industrialisés, ou deux parmi les plus grands pays industrialisés en Amérique latine et en Asie, le Brésil, qui a vu sa production fortement se réduire, et l'Indonésie. L'Indonésie produisait 600 000 tonnes, aujourd'hui ils font 200 000 tonnes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent en Côte d'Ivoire, et ils s'industrialisent, et ils transforment les fèves de Côte d'Ivoire et du Ghana
en chocolat indonésien. C'est peut-être ça aussi l'avenir. L'avenir, justement, on va terminer en 30 secondes. Vous avez parlé industrialisation, transformation. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire peut faire pour avoir de la valeur ajoutée dans l'industrie de la transformation? Alors, en 30 secondes. En 30 secondes, la première chose, c'est d'inciter les investisseurs à investir en Côte d'Ivoire et à transformer les fèves en matière semi-finie, en matière... ce qui est fait déjà. Qui est fait à hauteur de un peu moins de 40%. On pourrait monter à 50%. Pour 2 millions de tonnes, c'est pas pour beaucoup. 2 millions de tonnes, 10% de 2 millions, 200 000 tonnes, c'est vraiment beaucoup. Oui. mais, non, je veux dire ce qui est fait en ce moment. Oui, bien sûr, bien sûr. On pourrait très bien travailler aussi sur l'étape suivante, c'est-à-dire beaucoup plus développer l'usage de la poudre comme ingrédient ou du beurre, y compris dans les matières non alimentaires. J'aime bien de faire référence aux cosmétiques qui peuvent aussi être un débouché important pour le beurre de cacao. Merci. Monsieur Arion. Michel Arion, directeur exécutif de l'ICCO, l'Organisation internationale du cacao. Je rappelle que nous avons parlé pendant un quart d'heure des enjeux d'une économie cacaoyère durable. Merci encore d'être venu. Point final, fin de ce 13h. À revoir bien sûr sur les www.rti.ci. Merci de nous faire confiance où que vous soyez dans le monde. À vous qui nous suivez en Côte d'Ivoire, on le répétera, on ne le répétera jamais assez. La pluie continue de tomber, elle continue de tuer. Prudence sur les routes et libérez les zones à risque. Très bon dimanche chez vous.